Voilà, les couples se disloquent, il y a des séparations. Ouais. Euh, je sais pas, mais en tout cas, il y a des histoires après qui repartent. Ouais. Et entre les deux, souvent, on enchaîne des histoires. Mhm. On parle de deuil, souvent. Mhm. On dit que c'est bien des fois de faire son deuil, de se retrouver Ouais. un petit peu face à soi-même, etc. De poser, de faire le point. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas le temps de passer à cette étape de deuil? Ah ah. C'est une bonne question. Merci. Alors, 2 fois. mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Je pense que déjà, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il n'y a aucune histoire qui est la même, il n'y a aucune rupture qui est la même. Il y a des fois, au final, il n'y a pas tellement de deuil à faire. Des fois aussi, il y a des histoires où, comment dire, la rupture, elle est réfléchie. Elle est, comment dire, digérée, elle est maturée. Et en fait, le deuil, il est fait Ouais. au moment où il y a la rupture et il y a la séparation. Des fois, c'est pas le cas. Donc, la première chose enfin, c'est cette question, elle m'évoque, c'est d'abord, en fait, faut s'écouter soi et de quoi on a besoin. Le risque, si on le fait pas bien, c'est que des fois, ben, il y a des... Alors, il peut y avoir des histoires qui peuvent traîner, ça peut peut-être impacter la relation qu'on est en train de construire si on est encore en train de se poser des questions et faire des va-et-vient. On peut passer à côté de belles histoires. C'est plus pour la suite, en fait, comment dire, de ne pas être serein quand on recommence à rencontrer une autre personne. On a besoin d'être un petit peu disponible, en fait, d'un point de vue simplement en termes de ressources, qu'elles soient temporelles ou cognitives, en fait, émotionnelles. On parle de séparation, rencontre. Souvent, maintenant, il y a les applis de rencontre. Et donc, on les utilise. Il y a des réflexes. On prend, on jette, on recommence. Il y a ce biais-là de consommation, là, je trouve. Ouais. Moi, je sais que j'avais interviewé une personne qui s'appelle Stéphanie Briand, qui travaille beaucoup sur le souffle, sur l'émotion, Ouais. etc., qui disait que être trop sur les applications n'était pas forcément... pouvait devenir nocif. Oui. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu penses de ça. Est-ce que, justement, d'être trop présent sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre, à un moment donné, ça crée des réflexes qui ne sont peut-être pas forcément positifs sur le temps? Oui, alors ça, c'est un vrai grand sujet. Il y a eu plusieurs vagues, hein, en tout cas, d'utilisation depuis ces dernières années, parce que ça fait longtemps maintenant que c'est là. Moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que là, déjà, il y a un retour vers une utilisation plus consciente des applications de rencontre. Il y a eu une période, je dirais, peut-être un peu avant le Covid, où les applications, ça a été un peu dans tous les sens, dans une espèce vraiment de surconsommation. Ce que moi j'ai beaucoup vu en cabinet et ce que des collègues aussi ont vu, c'est en fait des personnes qui étaient, comment dire, le problème des applications, la plupart et les plus connues, ça va être que en fait va y avoir très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Et les hommes sont en fait eux qui payent. Et donc du coup les hommes vont payer, vont avoir peu de femmes qui vont être peu disponibles. Et les femmes elles vont avoir, je sais pas, 100 demandes. C'est impossible de répondre à ça. Et les hommes ils ont 2 conversations ouvertes et les femmes elles en ont 100. Donc en fait ça pose un vrai problème. Et il y a une vraie frustration chez les hommes. Et du coup moi ce que j'ai vraiment vu c'est des rapports assez agressifs des deux côtés. Parce que les hommes étaient frustrés, ce qui se comprend tout à fait, et des femmes qui se prenaient une violence en face et qui du coup devenaient assez défensives. Et donc du coup ça a créé beaucoup de frictions. Ça a été assez problématique parce que il y avait en plus des mauvais usages avec des envois de photos qui n'étaient pas, comment dire, demandées, des insultes qui pouvaient arriver vite aussi. Donc ça a pas mal abîmé les gens. Donc moi ce que je vois actuellement maintenant c'est un retour à quelque chose d'un peu plus conscient vers d'autres types d'applications aussi pour éviter qu'il y ait ces difficultés, ce stress que ça génère. Okay. Puis une perte de temps aussi parce que on se dit c'est bien, enfin comment dire, on se dit on va commencer à rencontrer quelqu'un, la rencontre se passe bien, puis en fait on discute, puis on prend rendez-vous, puis arrivé au rendez-vous, paf,
on se rend compte que non, ça va pas le faire. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi beaucoup, qui sont très décevantes et qui sont très très consommatrices de temps, d'énergie, d'argent aussi des fois. Et donc ça a beaucoup aussi fatigué les gens. Pour l'instant, les sites de rencontres, il y a beaucoup d'ambivalence dans le paysage actuel autour des sites de rencontres. L'orgasme sexuel, c'est quoi? C'est une montée de tension? L'orgasme, c'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est un réflexe, au même titre que quand on va chez le docteur et qu'il nous tape sur le genou et que le genou il fait paf. En fait, le réflexe, c'est ça. D'un point de vue physiologique, un réflexe, c'est une réaction nerveuse qui passe pas par le cerveau. Donc c'est par exemple, si je reprends mon genou, mon tendon sent une information, le nerf le renvoie et ça passe dans la moelle épinière, il y a un neurone dans la moelle épinière et paf, on le renvoie vers le muscle. Okay. Donc l'orgasme, c'est une base réflexe. Après, c'est encore l'aventure pour nous scientifiques. Ouais, ça reste encore assez mystérieux, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que en fait, ce réflexe se crée avec une tension qui build up en anglais, qui s'ajoute, qui se construit, qui monte, et après, ça amène à un relâchement. En fait, ce qui m'intéresse finalement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les choses sont posées, elles sont analysées et on fait des schémas. Ah oui. Et ça, j'aime bien finalement, parce que ça permet de conscientiser les choses. Et donc, il y a le cycle de la réponse sexuelle. Oui. Avec un schéma sur le plaisir, avec le rapport au temps, avec en entrée une excitation. Ensuite, il y a un plateau. Oui. L'orgasme. Et ensuite, il y a cette étape qui est la résolution. Oui, la résolution d'orgasme. La résolution d'orgasme. Lorsqu'on évoque, par exemple, la dépendance sexuelle. non, mais je vais savoir à quel moment, si on refait ce schéma, on va le voir à l'écran. Le circuit, il va être comment? Alors déjà, merci, je suis très contente d'avoir ce retour sur les schémas, parce que ça a été vraiment une volonté de ma part de pouvoir mettre des schémas, parce que moi je viens de biologie, et en biologie on a besoin de schémas, et j'ai vraiment eu des éditeurs qui ont été super sympas parce qu'ils m'ont permis d'en mettre autant que je voulais. Donc je suis contente d'avoir ton retour, je leur ferai passer, parce qu'en effet on voit mieux bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc, alors, cette réponse sexuelle, en fait, c'est, comment dire, une réponse qui a été décrite par Masters et Johnson, comme j'explique dans le livre, qui montre les étapes qu'il va y avoir justement autour de ce réflexe et de cette réponse physiologique. Donc, on va être dans quelque chose de très, très, comment dire, corporel. En fait, il y a une excitation, il y aura très peu, en tout cas dans la manière dont cette recherche avait été menée, on n'a pas été chercher l'aspect plutôt psychologique. Okay. Donc, ça va être, j'appuie sur le bouton, il y a ce build-up, je stimule des zones érogènes d'un point de vue, manuel, physique, enfin vraiment très, c'est très très physiologique en fait cette réponse sexuelle. Donc, la question de la dépendance, elle n'intervient pas à cet endroit-là.